Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Le verdict des élections municipales et régionales est tombé. Tous les partis politiques étaient dans la compétition pour ces locales. Chacun est désormais situé sur ses forces et faiblesses, ses victoires et ses pertes. Le RHDP, le PPACU, le PDCI et les indépendants qui ont fait une véritable percée le 2 septembre. Des fortunes diverses que nous allons analyser et commenter avec nos consultants. Et j'ai le plaisir de recevoir professeur Dion Simplice, professeur de philosophie politique. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et juste à côté de lui, docteur Sylvain Nguessan, politologue, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et Lanciné Bakayoko, qui est journaliste à la rédaction de RTI1. Bonsoir, Lanciné. Bonsoir, Kolo. Alafé Wakiliela, directeur de l'Intelligent d'Abidjan. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette émission qui parle justement du décryptage des élections régionales et municipales. Un retour sur le 2 septembre avec Siaka Kone. Elles se sont tenues le 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Les élections locales couplées municipales et régionales ont suscité un engouement réel des électeurs. Une participation s'expliquant par la sensibilisation menée par les formations politiques sur le devoir civique de leurs électeurs. Les parties prenantes au scrutin ont aussi joué leur partition. La CEI, commission en charge de l'organisation, les observateurs, les superviseurs et le Conseil d'État chargés du contentieux. Sur le terrain, 242 listes de candidatures sont allées à la conquête de 201 communes et 31 régions, avec arguments et programmes de développement traduits par des supports de communication attractifs. Les équipes n'ont pas manqué de créativité pour séduire l'électorat. Cette opération a pris fin le jeudi 31 août 2023 à minuit. Elle a fait place au jour du vote, le samedi 2 septembre 2023. Dans la discipline, chaque électeur est allé exprimer son suffrage, sous le regard bienveillant de la force publique. Dans l'ensemble, l'élection n'a pas connu d'incident majeur. À la fermeture des bureaux de vote, place a été faite au dépouillement, à la compilation et à la validation des résultats par la commission centrale de la CEI. Je rappelle que le code QR apparaît sur vos écrans. Scannez-le et envoyez-nous vos contributions et surtout vos questions au cours de cette émission. 90 minutes pour faire le décryptage de cette élection municipale et régionale. Professeur Dion Simplice, alors comment vous avez vécu cette élection ? Je me suis, pour une fois, impliqué parce que j'ai essayé d'observer ici et là quelques mouvements, quelques moments de campagne pour voir de plus près si les choses avaient changé avec le temps ou bien si c'était les mêmes choses qui se reproduisaient. Et je puis vous dire que c'était de très belles campagnes. En termes d'équation personnelle, les candidats se sont beaucoup donnés. En termes aussi de financiarisation de la campagne, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. En termes de promesses, j'ai essayé de faire le départ de ce qui est réalisable et de ce qui ne l'était pas. Nous allons en parler dans la troisième Et donc, à partir de ce moment-là, mis l'un dans l'autre, c'était une belle campagne et on en parlera tout à l'heure. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, c'est vrai que je vote à Abidjan, mais j'ai eu le temps de faire un déplacement à l'intérieur. J'étais dans une ville que je ne vais pas mentionner. Et ce qui m'a marqué dans cette localité, c'est que les trois principaux candidats avaient les QG qui se côtoyaient. Au sens propre du thème, il n'y a pas 10 mètres de différence. Vous avez des sympathisants qui regardent ici, et puis après ils se tournent, ils regardent l'autre. Et la campagne a pu se terminer sans forme de violence, sans que les militants et les sympathisants s'affrontent un seul jour, sans que les candidats eux-mêmes jettent certains mots d'ordre. Ça m'a vraiment marqué. Mais c'est un bon point, oui, on peut dire la localité, non? Je me suis dit, c'est ça. On peut dire la localité. C'est à Grand-Laou. D'accord. Je me suis dit, voici, si vous connaissez la ville de Grand-Laou, vers la mairie, la maison de la radio, en face, il y avait une candidate indépendante. Du côté de la radio, il y avait le candidat du RHDP. Et juste en face, il y avait le PDCI. Sur 100 mètres, on avait les trois QG. Et la campagne s'est terminée sans forme de violence. En tout cas, les trois candidats sont à féliciter. Ça m'a marqué. Je me suis dit, bon, voici la Côte d'Ivoire dont on rêve. Une campagne sans violence, où les sympathisants, les électeurs se promènent d'un QG à l'autre, sur 100 mètres. Puis, tout s'est passé correctement. Bon, je pense que Grand-Laou, personne n'a contesté le résultat aussi. Ils ont saisi la CIE. Il y a eu des choses sur la CEI. Je pense qu'il y a eu des choses sur les réseaux sociaux, mais bon, en tout cas, ça m'a vraiment marqué. C'est ce que je retiens véritablement de cette campagne-là. L'ancien Bakayoko, vous étiez dans les grands ponts, justement. Effectivement, je confirme ce que le docteur a dit et j'ajoute même que dans les 100 mètres carrés, il y avait encore une candidate indépendante qui était juste là. Et tenez-vous bien, chacun avait installé un chapiteau où il jouait de la musique et parfois on invitait des artistes.
on a eu parfois l'impression que les décibels d'un côté ou de l'autre pouvaient créer des incidents, mais heureusement, il n'y a pas eu de problème. Et finalement, la campagne ressemblait à une sorte de kermesse, une sorte de fête populaire. Et ça a été très, très important pour moi, un point positif. Je dois expliquer qu'il n'y a pas eu de contestation au niveau des municipales. C'est plutôt, c'est-à-dire que les gens qui étaient à cet endroit-là, c'était des candidats des élections municipales. C'est au niveau des élections régionales que les deux autres, il y avait 4 candidats, candidature PPACI, candidature PDCI, candidature RHDP et une candidature indépendante. Donc les 2 premières candidatures, PPACI et PDCI, ce sont ces candidatures qui contestent l'élection du candidat du RHDP, en l'occurrence Emmanuel Essis. Mais en dehors du Grand Laou, moi j'ai sillonné d'autres petites régions, notamment à Abidjan, où la campagne aussi, c'est vraiment, à mon avis, c'est ce qu'on rêve pour la démocratie ivoirienne. J'ai vu Edia Oufoué qui a vraiment fait une campagne agressive, féroce, une belle campagne. Victor également qui a fait une excellente campagne. J'ai vu des camions se dépasser, ils se chahutaient. Et ça, c'est ce que nous voulons pour la démocratie ivoirienne. Bon, maintenant, la suite, ça n'a pas forcément été le cas, mais on verra bien. Alafi Wakili. Oui, moi j'étais à Zopé, j'ai fait Yopougon, j'ai tourné au plateau, tourné à Koumassi, à Trècheville, et puis Marcory, je suis allé à des endroits incognito, à d'autres endroits je me suis présenté, on avait un badge CI comme accrédité pour l'élection, donc ça permettait de tourner et puis de voir ce qui s'est passé. On a tous vu les mêmes choses. Le vote s'est déroulé dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire positivement à peu près partout. Et il y a des endroits où il y a eu des retards. On est au courant de tout cela. Mais ce qu'on retient maintenant, c'est les résultats et puis l'après. Donc on va en parler. Et sinon, les conditions du vote dans l'ensemble ont paru bonnes à tout le monde. Mais en même temps, on a l'opportunité, eu égard aux réactions des uns et des autres, au comportement des uns et des autres, ainsi qu'à l'interpellation du président de la CEI, de faire le point sur l'ensemble du processus et de voir comment éventuellement l'améliorer. Alors, messieurs, c'est vrai, ces élections locales, évidemment, donc ce sont des élections, dit-on, de développement, mais est-ce qu'en dehors, il y a d'autres enjeux, ces élections, procédons? C'est essentiellement des élections de développement. Oui, mais après, ce sont des partis politiques, pour la plupart, qui sont en train de compétir. Mais l'essence du parti politique, c'est la prise du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Donc, toute élection de ce genre annonce la grande élection, si l'on peut dire, qui est l'élection présidentielle. Donc, quand on observe les municipales, quand on observe les régionales, on a en vue, en termes d'horizon, l'élection présidentielle, parce que c'est comme si on affûtait ses armes, on faisait le point, et puis on se préparait à attaquer cette élection. Et donc, oui, il y avait un autre enjeu, et je crois qu'on a pu observer que certains partis se sont renforcés, d'autres ont montré leurs limites, d'autres encore sont en train de se chercher, et je crois que c'est toutes ces analyses-là qui pourront permettre à chacun d'affûter ses armes pour attaquer cette grande élection qui arrive. Docteur Sylvain Nguessan, vous êtes d'accord que c'est une première partie de 2025? Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour le RHDP, c'était une sorte de référendum. Voici ce que nous avons fait jusque-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous faisons? Est-ce que vous êtes pour qu'on conserve le pouvoir? C'était là le véritable enjeu pour le RHDP. Je pense qu'aujourd'hui, sans tomber dans l'euphorie, je pense que le RHDP est quand même satisfait du résultat qui a été fait. Pour le PDCI, le PPACI, c'était plutôt une stratégie de conquête du pouvoir. Le RHDP gère depuis un certain temps. Nous voulons proposer autre chose. Voici ce que nous proposons. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense aussi qu'ils ont eu le résultat et que ce sera à eux d'améliorer leur stratégie de conquête parce que le résultat, on aura l'occasion d'en parler, n'est pas si reluisant. Oui, Lanciné. Oui, les autres l'ont dit. Forcément, c'était un test avant la grande bataille de 2025. C'est vrai, on parle souvent d'élections de développement, mais ce sont essentiellement des élections politiques. Surtout, nous avons toujours dit qu'il s'agissait de faire, c'était une sorte de pesée, pour voir
qu'est-ce que chacun pèse réellement sur l'échiquier politique. Et c'est dans cette mesure-là que ce processus d'élection locale-là était extrêmement important. Parce que vous allez voir aujourd'hui qu'après ces élections, chacun a une certaine idée de 2025. Ceux qui ont peut-être remporté ont le moral qui est fortement dopé aujourd'hui, ils ont pris de l'assurance. Ceux qui ont eu des scores modérément acceptables, eux vont peut-être retrousser les manches pour améliorer la stratégie de conquête du pouvoir. Mais je pense que cette élection, c'est vrai, c'est une élection de développement. Mais dans nos pays, les élections, surtout dans le contexte ivoirien, toutes les élections sont des élections politiques. Parce que je ne pense pas que les starting blocks qui sont déjà là puissent être chamboulés au motif que c'est des élections de développement. C'est-à-dire que je ne vois pas, moi, un militant du PPACI ou du PDCI aller voter, porter son choix sur un candidat du RHDP au motif que c'est lui qui va apporter le développement. Il y a toujours une arrière-pensée politique et les élections qui viennent de se dérouler ont quand même essayé de donner quelques sillons et en fonction des résultats des uns et des autres, chacun aujourd'hui essaie aussi de se situer non seulement sur l'échiquier politique, mais dans le cœur des Ivoiriens. Oui, par rapport à ce qu'il dit, il faut dire quand même qu'il y a peut-être un peu de glissement, il y a quelques légers glissements, on ne sait pas quelle est la proportion, peut-être 5%. Il y a des candidats qui parviennent à se faire élire par des acteurs en dehors de leur camp ou en dehors des partis politiques, par des électeurs qui ne sont pas forcément des militants. Voyez-vous, on a en réalité beaucoup d'électeurs. On a 8 millions d'électeurs, mais on n'a pas 8 millions de militants. Hein? La liste électorale a 8 millions d'électeurs, 8 millions d'Ivoiriens, mais il n'y a pas 8 millions de militants. Les partis politiques récents s'y brandissent des grands chiffres, mais lorsqu'on regarde, je ne sais pas, les partis politiques qui peuvent revendiquer vraiment en termes optimistes sur l'ensemble du territoire, 500 000 militants actifs identifiés avec leur carte à jour, cotisants, payants, etc. Tous, comme souvent chez nous ici, des clubs de football qui ont beaucoup de supporters, mais les supporters actifs ayant leur carte, effectivement, là, ils ne sont pas nombreux. C'est ça le problème. Donc, les électeurs sont des sympathisants, ils ne sont pas forcément des militants. Et, à côté des sympathisants à la cause d'un parti, à l'élection municipale, il y en a qui arrivent à sortir souvent de partis politiques pour fédérer un peu la société civile ou d'autres acteurs, ou même l'opposition, ou des camps adverses. On a vu des alliances qui se sont nouées ça et là, à travers les différents camps politiques. Au niveau, on va y revenir peut-être tout à l'heure, au niveau moins des leçons par rapport à 2018, vous savez, l'élection de 2018 était différente de celle de 2013. Parce qu'en 2013, le RHDP était encore plus ou moins en bloc et l'opposition n'était pas complète. En 2013, c'était l'époque, la belle époque du tout RHDP. Guillaume était là, tout le monde était là, Bédier, tout. Et en 2018, la rupture commence. Et on part à cette élection la même avec l'idée de se peser. C'est là que vient l'idée de peser, le début de la rupture. Et il y a des endroits où il y a eu des victoires. Les gens ont dit que c'est parce que les candidats ont rusé, comme à Trècheville, comme à Abengourou dans l'Indélé du Joablin, comme même à Azopé avec le Premier ministre, et puis dans le Bélier, par exemple, et puis dans le Gontougo. Mais quand on voit dans l'ensemble, la rupture s'est faite, ils sont devenus RHDP, ces anciens du PDCI qui étaient au RHDP, qui demandaient d'y rester, et puis aussi peut-être le ministre Amdé Kouakou à Divo, on voit que devenu RHDP, avec la rupture avec le PDCI, beaucoup ont pu être réélus. Bien entendu, il y a 2 défaites que le RHDP peut noter dans la Nawa et puis dans le Bélier. Mais en dehors de cela, je crois que dans le groupe de la rupture, du début de la rupture de 2018, qui avait un peu rusé, dit-on, qui s'était fait élire PDCI RHDP apparenté et qui n'était pas PDCI totalement, on voit que certains ont pu se faire élire et ça confirme ce que les autres ont dit tout à l'heure,
la consolidation du RHDP dans l'ensemble. Oui, justement. Et ça nous permet effectivement de parler des grands enseignements que nous tirons. Et c'est un peu la question que M. Koné nous pose. Est-ce que cette élection nous permet de parler de maturité du peuple en Côte d'Ivoire? Docteur Sylvain? Oui, je pense bien. Depuis l'élection législative, qui elle-même était la résultante des accords politiques entre les forces vives de la nation, je pense que la Côte d'Ivoire est entrée dans une nouvelle dynamique. Des élections sans grande violence, des élections sans mort d'homme. Aux législatives, je pense qu'il n'y a pas eu mort de militants. En tout cas, pas de confrontation entre deux blocs qui susciterait de grandes violences. Et là également, je pense qu'il y a eu des cas qui ont été signalés, mais c'est vraiment minime. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire est entrée dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle phase. Maturité, on appréciera à la future présidentielle. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'élection qui suscite vraiment beaucoup de passion, c'est l'élection présidentielle. Les municipales, les législatives ont été généralement des périodes de grande tolérance. Donc on attend 2025 pour voir si on pourra reconduire la dynamique de l'élection législative, des élections locales qui viennent d'avoir part, si on peut voir avec des militants, des électeurs, des candidats de plus en plus qui appellent leurs adversaires pour les féliciter, qui reconnaissent publiquement leur défaite. On espère que 2025 va nous permettre d'assister à de telles séances. Peut-être, professeur Simplice Dion, parler aussi du taux de participation en termes de grands enseignements. C'est sensiblement les mêmes qu'en 2018? C'est sensiblement les mêmes. On était en 18 à 36 et quelques. On est en 2023 à 36 et quelques. Il y a 0,02 pour les municipales, en tout cas, de recul. Mais c'est sensiblement les mêmes résultats. Mais donc, ça devrait pouvoir nous interroger. Pourquoi on stagne à ce niveau-là? Est-ce qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que les indécis, qui existent partout, se décident? Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de sensibilisation de façon efficace? Est-ce que les Ivoiriens remettent en cause d'une certaine manière l'efficacité des municipalités au point de se désintéresser de ce qui se passe? Tout est là, il faut y réfléchir parce qu'il est important que les gens participent. Puisqu'on l'a dit, l'élection, ça consiste à choisir ceux qui vont nous diriger. Et la légitimité vient du fait que le peuple décide de donner la direction à telle personne pour diriger une municipalité, une région ou l'État. Donc, il y a une grande réflexion à mener à ce niveau-là et je crois qu'il faut qu'on y aille quand même. Pourtant, ces dernières années, on avait quand même des nouvelles personnes, on va dire, de nouveaux électeurs, peut-être qui n'ont pas bougé. 500 000. Alors, on essaie de voir, est-ce que parce qu'il y a de nouveaux électeurs, ça ne peut pas ou ça ne doit pas forcément jouer sur le taux de participation? Je pense quand même que oui. Ça devrait pouvoir montrer que, parce que beaucoup de gens s'inscrivent à nouveau, beaucoup de gens sont intéressés à la chose publique, le taux de participation devrait pouvoir monter. Mais, encore une fois, il faut le préciser, 36%, c'est quand même un électeur sur 3. Et dans certaines grandes démocraties, parfois, on n'arrive pas à atteindre ce résultat-là. Il faut se satisfaire de cela, mais je crois qu'on peut faire davantage. D'enseigner sur les grands enseignements de cette élection locale? Bon, d'abord, tu parles de taux de participation. Je pense que ce n'est pas nouveau. Parce que les élections municipales et les élections régionales qui sont un peu plus récentes n'ont jamais drainé du monde au point d'atteindre les élections présidentielles, par exemple, de 2010, notamment au premier tour, on est allé à près de 83% de taux de participation. L'enseignement que moi je peux tirer de ces élections, c'est d'abord, le docteur l'a dit, un peu, on a senti un peu, c'est peut-être prématuré de le dire, mais je vois qu'il y a une certaine maturité du peuple ivoirien, parce que par le passé, toutes ces élections suscitaient de la passion. C'est vrai que nous, on avait voulu attendre cette élection parce qu'elle était beaucoup plus ouverte et beaucoup plus inclusive. Tous les acteurs étaient présents, mais heureusement, il n'y a pas eu de grande déflagration. Et même quand il y a eu quelques bisbilles, c'était, si vous voulez, intra, notamment à Koumassi, où il y a eu quelques petites difficultés entre une indépendante issue du RHDP et le candidat officiel du RHDP. Donc ça, c'était des crises, des sautes d'humeur internes. Mais les protagonistes, les vrais protagonistes n'ont pas eu d'affrontement direct. Donc ça prouve quand même que les Ivoiriens commencent à comprendre le jeu démocratique et qu'ils commencent à s'apercevoir qu'en réalité, tout ça doit être mis en musique dans le sens d'un jeu. Et ça, c'est quand même un très bon point. Et puis, j'ai compris aussi qu'il y a d'autres clivages qui sont quand même, notamment les clivages d'ordre politique. Oui,
il n'y a pas eu beaucoup d'invectives, même au niveau du discours. Le discours politique, au niveau même de la campagne, a été quand même assez mesuré. Je n'ai pas vu de très très grands mots. J'avais eu peur avant, puisque en période de pré-campagne, il y avait quand même quelques frayeurs. Je pense par exemple à ce discours de Justin qui disait que des étrangers venaient, notamment parlant de Kandia Camara et d'Adama Bictogo. Et ça, moi, ça m'avait donné quelques frayeurs, mais heureusement, tout ça a été circonscrit et finalement, la campagne s'est déroulée dans de très bonnes conditions. À mon avis aussi, les élections se sont très, très, très bien déroulées. Et tiens-toi bien, moi, j'étais dans la région des Grands Ponts, j'ai vu par exemple que le candidat du PDCI est allé dans le village du candidat du PPACI et il a tenu un grand meeting. Un grand meeting. Les populations n'ont pas refusé de l'accueillir. Ça a été la même chose, le candidat du PPACI est allé à tout pas dans le village du candidat du RHDP, il a fait son meeting et personne ne lui a jeté la pierre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut consolider dans les années à venir parce que finalement, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire que tous veulent construire pour nos enfants. À la fin. S'agissant du taux de participation, il faut noter que c'est peut-être Abidjan qui a moins voté que le reste du pays, de façon générale. Or, Abidjan, c'est le tiers de l'électorat. Donc, ça impacte sur l'ensemble des résultats. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, relativement à l'élection de 2018, il faut dire qu'il y a eu deux révisions de la liste électorale, deux actualisations. Il y en a eu en 2020 et puis il y en a eu récemment. Donc, le corps électoral s'est accru. Donc, avoir un taux de participation de 36%, il n'y a pas eu augmentation peut-être de la participation, mais la population qui a voté est plus nombreuse. Il faut qu'on ait aussi cette donnée-là. Relativement à l'augmentation du corps électoral, on a le même taux de participation en 2018 et en 2023, mais en termes de suffrage exprimé, la population qui a voté est plus nombreuse que celle qui a voté en 2023, est plus nombreuse que celle de 2018. Ceci étant, je me dis qu'il y a encore des efforts à faire, notamment peut-être au niveau des centres les plus urbanisés, sauf qu'il y a certaines communes à l'intérieur du pays aussi urbanisées qui ont beaucoup voté, mais il y a des efforts certainement à faire au niveau d'Abidjan. Alors, messieurs, je vous ai entendu tous, mais je n'ai rien entendu sur les prestations de la CEI comme grand enseignement. Qu'est-ce que vous en pensez, procédions? Mais si l'élection s'est bien déroulée, c'est aussi peut-être parce que la CEI a fait sa part. Donc, il est de bon ton de les féliciter. Nous avons vu le président de la CEI très actif, qui s'est donné même à la sensibilisation, qui s'est investi. C'est vrai que lui-même a relevé que beaucoup de ses collaborateurs n'ont pas fait le boulot comme il fallait et ils se sont engagés devant la nation à prendre les sanctions qu'il faut. Mais je crois que petit à petit, chemin faisant, la CEI elle-même s'améliore. C'est ensemble que nous regardons les mécanismes et c'est ensemble que nous allons faire en sorte que ces mécanismes soient adaptés à ce que nous souhaitons vraiment en termes de démocratie. Donc je suis d'accord, il faut féliciter cette structure-là. Il y a beaucoup de travail à faire parce que telle qu'elle est structurée, ça va toujours forcément poser un problème de confiance puisque c'est des partis politiques pour l'essentiel qui constituent cette organisation. Ça pose un problème de confiance, mais je crois que petit à petit, la confiance crée la crédibilité renforce la confiance, et puis voilà, nous constaterons que les choses vont bien se faire. Docteur Sylvain, c'est oui, votre avis? Oui, une des grandes avancées aujourd'hui, c'est que tous les Ivoiriens suivent de près les activités de la CEI. Chacun a le temps d'évaluer, de se prononcer, d'apporter des critiques, et entendre le premier responsable de la CEI lui relever les faiblesses de l'institution qu'il dirige. Je pense que ça nous a fait nous tous du bien. On a entendu le premier responsable de la CEI revenir sur les bureaux de vote de Gagnon qui n'ont pas ouvert assez tôt, je crois à 11h, sur le cas du plateau également. Lui-même dit qu'il y a eu des cas de
tentatives de fraude, enfin des commissaires de la CEI qui ont tenté de jouer sur le taux électoral dans certains bureaux de vote et que la justice fera son travail. Je pense qu'il a fait preuve de transparence. Et ça, c'est vraiment salué. C'est ce qu'on attend d'un premier responsable. Donc, je pense que la CEI, bon, c'est une œuvre humaine. Hein, on peut toujours lui reprocher des choses, des critiques, mais on voit tous une certaine maturité, une certaine dynamique positive au niveau de la CEI. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On espère que toutes les erreurs qui ont été énumérées ça et là trouveront des éléments de réponse et que l'élection de 2025, la prochaine, sera faite sans grand souci. En tout cas, c'est à féliciter. L'enseignant Bakayoko, c'est une échéance réussie pour la CEI? Bon, je pense que la CEI a quand même fait d'énormes efforts, hein, parce que c'est une institution qui cristallise beaucoup de passion et elle est souvent sujette à des critiques les plus virulentes, mais en général, ce sont les mauvais perdants qui souvent la critiquent. Mais j'ai senti un effort de transparence au niveau de la CEI, parce que je l'ai vu même parler de sanctions contre certains de ses commissaires, même avant les élections. Donc, je pense que ça, c'est des efforts. Ça, ce n'est pas des choses qu'on entendait avant. Donc, ça doit contribuer à créer la confiance. Et je suis d'autant, pas heureux, mais optimiste qu'en interne même, puisque c'est une structure collégiale, il y a beaucoup, toutes les parties, en tout cas les parties les plus importantes sont représentées au sein de cette CEI. Non, mais je n'ai pas vu de critique en interne. Bon, peut-être on peut considérer que ce sont les partis politiques qui distillent les résultats des délibérations à leurs militants pour que ceux-là soient porteurs des critiques qui ont été observées par les commissaires des partis politiques. Mais je pense que par le passé, la CEI était quand même, autant elle était attaquée de façon virulente, ça l'était moins cette année. Et donc je pense que ça, c'est des choses à consolider. C'est vrai, personne, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde vienne dérouler le tapis rouge devant la CEI. Je l'ai dit, certains, quand ils n'ont pas pu remporter les élections, ils trouvent tout de suite un bouc émissaire. Et en général, le bouc émissaire, c'est la commission électorale indépendante. Mais dans l'ensemble, je pense que cette CEI-là a fait beaucoup d'efforts. J'ai même estimé à un moment donné que le président de la CEI était trop présent dans les médias, parce que, mais peut-être ça en valait le coup, puisqu'on a eu l'impression finalement que c'était de la sensibilisation qu'il a faite. Il a fait beaucoup de communication. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas expliqué, de n'avoir pas communiqué. Moi-même, je pense qu'il y avait beaucoup trop de communication, mais je pense que la CEI devait continuer comme ça, parce qu'en fait, elle est la clé de voûte du processus électoral. Si elle déconne, pour parler de façon vulgairement, ça sera la catastrophe. Et donc, elle doit prendre conscience de cette responsabilité. Et je pense que c'est le cas pour que la grande bataille de 2025, qui est attendue de tout le monde, soit aussi une fête amicale, comme l'a été l'élection locale de 2023. Alavé Ouakili, c'est rassurant pour la suite? Oui, c'est rassurant. Mais il faut noter que les critiques contre la CEI existent. Hein, mais selon moi, le meilleur hommage rendu à la CEI est la participation de toutes les sensibilités, de toutes les familles politiques à cette élection. C'est vraiment un hommage qui n'a pas de nom, d'une part, et en même temps, ça impose d'écouter les critiques, les observations qui sont faites, et aussi ça interpelle la CEI et son président qui communique déjà assez bien sur la pertinence de poursuivre l'écoute des différents acteurs politiques. Mais ce que je veux noter, c'est que des préoccupations ont été exprimées. Il faut éventuellement les prendre en compte. Par le passé, on a connu cela. Je ne sais pas si ça pose problème ou pas, où à 12h, 14h, on a une estimation nationale du taux de participation. Il est peut-être vrai que cette année, avec les bureaux qui ont ouvert à midi, 11h, 13h jusqu'à 14h, il était difficile de donner une tendance qui pourrait être honnête et conforme, d'une part. Et d'autre part, à 18h, est-ce que, si tout le monde a ouvert à l'heure indiquée, qu'on fait un point à 12h, 14h, est-ce qu'à 18h, dès la fermeture des bureaux de vote, on ne peut pas donner le taux de participation? Ça, c'est 2. Maintenant, de 3, il est important que les partis politiques eux-mêmes et puis les citoyens, la société civile réfléchissent pour voir quels sont les mécanismes. Au-delà des tests, il y a des tests et ce sont ces tests que la CEI suit. Il y a un mode opératoire pour proclamer les résultats. On a senti souvent de l'impatience
des uns et des autres. Les gens attendaient déjà une nuit électorale samedi, et les premiers résultats samedi, ou sinon tous les résultats samedi, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection locale avec ce que cela implique dans la loi, tout. Mais il y a certaines personnes qui espéraient, parce qu'une élection présidentielle nationale, on ne donne pas résultat localité par localité. On centralise tout et puis on vient. Après, on peut regarder dans les fiches quelle région a fait tel ou tel, mais on a un résultat unique et national. Ici, ce n'était pas le cas. Et il faut que les acteurs politiques eux-mêmes regardent, fassent des propositions et puis après sensibilisent les électeurs et l'opinion publique. Parce que quelquefois, il y a des impatiences, il y a des critiques qui, de mon point de vue, sont peut-être de bonne foi, mais sont basées sur une méconnaissance des tests. La CI ne peut pas faire de miracle, elle ne peut pas inventer des pratiques et des procédures parce qu'elle est pressée et peut prendre le risque de mettre en cause l'intégrité et puis même la transparence du processus en annonçant de façon précipitée des résultats qui pourraient être contestés après. Il faut prendre le temps de vérifier et ça ne coûte rien de perdre 24 heures, 48 heures, alors, mais on n'est même pas en retard véritablement, au nom de la paix et de la stabilité comme on le voit actuellement. Alors je rappelle que sur vos écrans, vous avez le code QR, donc juste le scanner et nous envoyer vos questions, comme cette question de Fofana tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que la signature de la charte d'engagement de la paix du médiateur de la République a joué dans cette élection apaisée? Docteur Sylvain? Oui, tous les acteurs qui y ont contribué, on ne va pas négliger la contribution du médiateur de la République, appeler les acteurs, je ne sais pas si c'est la première fois, mais cette contribution quand même elle était attendue depuis un certain moment. Vous êtes nommé médiateur de la République, quand même, vous devez apporter une contribution à l'apaisement, au rapprochement des différentes postures, à briser le mur de méfiance, au rejet, la suspicion. Donc, je crois qu'ils devront faire davantage pour 2025, mais ce geste, il a salué, tout comme tous ceux qui ont contribué, la CEI, les partis politiques, le dialogue politique qui a eu lieu également en 2021, je crois, avec M. le Premier ministre. Tout ça a renforcé en vue de 2025. Encore une fois de plus, la contribution de M. le médiateur a salué. Messieurs, alors on a fait le tour. On a fait Wakili, vous voulez réagir? Oui, c'est que peut-être il y a certaines images. Félicitations aux médiateurs souhaitant qu'à l'avenir, ils renforcent avec tous les candidats, notamment les communes chaudes. On aurait peut-être aimé voir dans sa quête au début, Koumassi, les deux adversaires, signer la charte chez lui et d'autres zones chaudes. Donc on souhaite cela, on l'encourage, on le félicite et on souhaite qu'il nous donne ces clichés-là la prochaine fois. L'enseigné, vous voulez ajouter? Oui, je voudrais ajouter qu'effectivement, toute la société civile en général a contribué à l'apaisement. C'est vrai, on peut me dire par le passé que cette société civile, son appel n'a pas été entendu, mais je pense que le médiateur, c'est un appel institutionnel, mais il y a d'autres acteurs non institutionnels qui ont aussi émis des appels au calme et à l'apaisement. Donc je pense que tout le monde a pu jouer sa contribution. Mais tout à l'heure, elle a fait parler de taux de participation qui aurait pu être donné à midi. Je pense que pour cette élection, c'est peut-être bien pour la consolidation de la démocratie, mais pour cette élection, le taux de participation n'était pas nécessairement un enjeu. Ce n'est pas comme en 2013 où il y avait l'opposition qui n'était pas en tout cas dans l'arène politique. Et pour cette opposition qui avait appelé au boycott, l'enjeu était de voir que l'appel au boycott a été entendu. En ce moment-là, le taux de participation était une nécessité parce que c'était une sorte de référendum. Êtes-vous d'accord avec l'organisation d'élections ou la non-organisation de l'élection? En ce moment-là, le taux de participation est vraiment un enjeu. Mais pour cette année, cette élection qui est inclusive, je ne pense pas que le taux de participation ait été un enjeu, en tout cas dans le courant de la journée de l'élection, quoique je pense que si ça se fait comme dans les grandes démocraties, c'est une avancée technologique, c'est une avancée démocratique, mais pour moi, pour cette élection, se prononcer sur ce taux à mi-parcours au courant de la journée à 10h, à 14h, à 15h, ça aurait été une bonne chose, mais ce n'était pas nécessairement un enjeu de taille. D'accord. Oui. Non, je veux dire que si ça peut permettre de réveiller un peu ceux qui dorment, c'est important. Je veux dire que si à midi,
techniquement parlant, si la CEI peut nous dire à midi, il y a 10% de taux de participation, ça peut permettre à ceux qui paraissent à la maison de se lever puis partir. Parce qu'on vit souvent certaines situations où il veut aller voter, il est 14 h, il se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine? J'ai vu des gens passer, peut-être que tout le monde a fini de voter, mon candidat peut-être a gagné. Non, le taux de participation parfois, à certaines heures, quand on donne des tendances, ça permet à ceux qui paraissent de se lever et de dire, on a encore du temps pour aller voter. Deuxième chose, si vous me permettez, on va aller rapidement. Sur le oui, très rapidement, j'ai apprécié en tout cas la vision philosophique du grand médiateur et de toute la société civile sur la question de l'engagement et de la charte. Vous savez, la vie en société, et surtout la vie politique, là, ça tient compte de ce qu'on appelle la fides, la foi en la parole donnée. Un homme en général, un homme politique en particulier, il faut qu'il donne sa parole. Et quand il a donné sa parole, il faut qu'il puisse la respecter. C'est ça qui définit un peu l'éthique dans la politique. Donc quand vous avez dit « je m'engage à reconnaître ma défaite », quand on vous annonce votre défaite, parce que vous avez donné votre parole, vous respectez. S'il y a des recours à faire du point de vue juridique et que vous avez des éléments, oui. Mais si vous savez que vous avez été battu, vous avez donné votre parole et vous devez respecter cette parole. Voilà comment l'éthique s'invite en politique. Dans tous les cas, les staffs des candidats suivent, hein, même si la CEI au niveau national ne donne pas le taux de participation à midi 13 h, les staffs des candidats, les représentants dans les bureaux de vote donnent l'état des lieux, l'esprit. Il y a depuis ce matin ce bureau de 400 électeurs, il y a seulement 10 qui sont venus. Donc eux, ils prennent le téléphone, ils appellent, ils tournent, la campagne est finie, mais la mobilisation continue pour que les gens viennent voter. Et d'ailleurs, lorsque le chef de l'État allait effectuer son devoir civique, il a encore appelé le samedi, au moment où il venait de voter, le midi était passé, la population a sorti massivement pour voter. C'est-à-dire que c'était important, la participation, l'expression du suffrage. D'accord. Alors, messieurs, les résultats sont connus, les partis comptabilisent leur victoire et notent les échecs. Les indépendants, évidemment, n'ont pas été ridicules. À présent, quel changement cela peut avoir sur la vie politique? Un début de réponse avec Davis Oyo et on se retrouve juste après. Les résultats issus des élections municipales et régionales du 2 septembre sont connus. 35 666 candidats se sont livrés à un duel sans merci au cours de ce scrutin. 30 419 au municipal et 5 247 au régional. Pour le taux de participation, il est de 44,61% pour les régionales et 36,18% pour les municipales. Des chiffres presque similaires à ceux de la précédente élection couplée de 2018. L'on enregistrait 46,36% pour les régionales et 36,20% pour les municipales. Comparativement à 2018, pour la première fois depuis plus de 10 ans, les principaux partis politiques ont présenté des candidats à ce scrutin. Cette participation a permis de jauger les forces et faiblesses des formations politiques sur le terrain. Le RHDP, parti au pouvoir, se taille la plus grosse part du gâteau. Il rafle 123 sièges au municipal et 25 au régional. En 2018, le parti au pouvoir s'était déjà classé premier avec 92 sièges glanés au municipal et 18 au régional. Les indépendants se sont illustrés de fort belle manière avec 41 sièges au municipal et 1 siège au régional. Comme en 2018, les indépendants gardent le second rang avec 56 sièges au municipal et 3 au régional. Le PDCI RDA conserve également son 3e rang avec 22 places au municipal et 3 au régional. Le PDCI RDA perd ainsi 28 sièges au municipal et 3 au régional par rapport aux élections de 2018. La coalition PDCI-PPACI termine au pied du podium avec 10 sièges au municipal et 1 au régional. Un chiffre bien supérieur à celui obtenu par la coalition PDCI-RHDP en 2018 avec seulement 1 siège au régional. Absent du jeu politique en 2018, le PPACI se classe 5e avec 2 sièges au municipal et 0 au régional. L'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, clôture le classement avec 1 siège obtenu au municipal et 0 au régional. Le grand perdant de ces élections est le FPI avec 0 siège au municipal comme au régional. En 2018, cette formation politique avait glané 3 sièges, 2 au municipal et 1 au régional. Pour rappel, seuls les résultats des communes de Kouyubli, de Sarala et de la région du Guémont sont indisponibles pour l'heure. Ils ne sont pas pris en compte dans ce décryptage.
Alors, monsieur, votre aperçu général sur ces résultats, Alafé Wakili? Oui, on a eu une carte de la Côte d'Ivoire, une vague orange. Il y a eu une carte de la Côte d'Ivoire où il y a cette vague colorée pratiquement d'orange, RHDP, au niveau des régions. Et puis au niveau des municipales, ce sera un peu différent. Mais au niveau des régions, c'est pratiquement, voilà, c'est ce qu'on peut dire, hein, sur la base des données qu'il a indiquées tout à l'heure. On l'a déjà indiqué. Voilà, le RHDP a fait un raz-de-marée, dit-on. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'affiner l'analyse. C'est en cours, je pense, dans les différents partis, de calculer, d'additionner les suffrages obtenus dans les victoires, les suffrages obtenus dans les défaites, et puis de faire un total pour chaque bloc politique et puis voir ce que ça donne. C'est aussi une grille de lecture assez intéressante qui permettra de percevoir en termes de population électorale, au-delà des chiffres, au-delà des sièges, ce que chaque parti peut représenter. Lanciné. Oui, effectivement, je suis tout d'avis avec Alafé, parce qu'aujourd'hui, il faut faire de l'arithmétique pour voir réellement le poids politique, et en tout cas le poids du terrain de chacun. Après les calculs, y compris les défaites et les victoires, on pourra faire cette arithmétique-là, parce qu'en réalité, la perspective, déjà, c'est 2025. Déjà, c'est 2025. Or, 2025, c'est une sorte d'élection générale où on verra celui qui pèse réellement. Mais d'un point de vue institutionnel, là, on voit bien que le RHDP a fait une razzia, c'est-à-dire qu'il s'est approprié la plupart, en tout cas, bon, on va dire 123 mairies pour le moment, en dehors de Saralac et Ouibli qui ne sont pas encore données, mais ils ont 123 municipalités qu'ils contrôlent. Je constate que le RHDP est en force, mais le PDCI est aussi résilient. C'est vrai qu'ils ont perdu des sièges, beaucoup de sièges par rapport à 2018, mais c'est un parti qui est quand même résilient. Et sans doute, le décès du président Bédié, ça peut être d'où face, hein, c'est-à-dire ça aurait pu les démotiver, mais ça aurait pu aussi déculper la force aussi pour pouvoir rendre hommage au président Henri Konan Bédié. Mais je pense que en tout cas, la débâcle vient du PPACI. Et le PPACI dont on avait peut-être surestimé le poids. Je pense que la moisson n'a pas été à la mesure, en tout cas, des graines qui ont été sémées. Mais je constate aussi que les indépendants sont en force. Et moi, la lecture, c'est vraiment les indépendants qui m'intéressent ici. Et la plupart des indépendants sont issus du RHDP. Ça veut dire qu'il y a un problème de casting qui est vraiment réel au niveau de la désignation des candidatures. Mais ils sont quand même en régression par rapport à 2018. 2018, c'était 56 au municipal et cette année, ils sont à 41. Oui, ils sont à 41, mais ce n'est pas moi. Mais vous prenez une région comme la région de Dabakala, où il y a 6 communes, mais il y a 4 indépendants, contre 2 qui sont encartés RHDP. Pourtant, c'est une région qui est traditionnellement réputée RHDP, mais qui, cette fois, le RHDP n'a pu remporter que 2 sièges sur les 6. Il y a un problème de casting. Vous voyez, par exemple, que même les individus, mais il faut peut-être réanalyser ça du côté du RHDP. Parce que parfois, les candidatures indépendantes, ça saute aux yeux même pour ceux qui ne sont pas de la région. Si vous prenez une région comme Dabakala, Aboulaye Koulibaly qui a été élu, qui est par ailleurs vice-président du Conseil national de la jeunesse, mais il était très populaire. C'était visible pour nous qui avons l'habitude de regarder ces choses-là, très populaire. Mais il n'a pas été désigné par le RHDP, qui lui a préféré quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il est venu complètement laminer le candidat du RHDP. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de casting. Même chose du côté de San Pedro, où Anoblé, visiblement, même avant les élections, moi j'avais reçu beaucoup d'appels pour me dire si Anoblé va aux élections, il va les perdre. Et que c'est Mme Cissé qui était la plus populaire. Le RHDP n'a pas entendu ça de la même oreille. Ils ont placé Anoblé. Anoblé est sorti complètement... Troisième du scrutin. Et il y a beaucoup de régions comme ça, que ce soit Bondoukou, que ce soit même Kaniasso, où le casting a été mal fait. Donc je pense que c'est une grosse leçon pour le RHDP
de reformuler sa façon de désigner les candidatures, de faire de meilleurs castings et de ne pas forcément se fier au discours des élites qui sont dans les régions, parce que ce n'est pas parce qu'on est nommé, qu'on est ministre qu'on devient complètement élite de la région et qu'on a le droit de vie et de mort sur l'ensemble de la population et que nos choix sont les meilleurs choix. Ça, c'est le terrain qui détermine quand on fait de la politique. Alors, le docteur Sylvain Nguesson, aujourd'hui, on a donc de grandes forces en présence. Finalement, comment tout ça se redessine? Bon, pour certaines formations politiques, certaines heures à son nez, il faut qu'ils acceptent de revoir leur personnel politique. Il y a de nouveaux visages. Il y a eu l'époque du fouet, il y a cette époque qui prévaut depuis 90. Puis je pense que depuis 2018, quand même, il y a de nouveaux visages qui s'imposent dans certaines régions avec lesquelles il va falloir faire avec. Si on prend le parti présidentiel, bon, c'est vrai, M. Patrick Hachi est connu quand même depuis un certain moment. Aujourd'hui, il y a des visages comme M. Bitogo, M. Touré Mamadou qui s'imposent. D'une certaine manière, Mme Anne Ouleto également. Il y a des nouveaux visages qui arrivent, qui s'imposent aujourd'hui, qui sont parvenus à conquérir des territoires qui étaient considérés jusque-là comme des citadelles imprénables. Voilà. Donc, pour certains partis, une certaine heure à son nez, il faut accepter de renouveler le personnel politique. M. Aoussou Jeannot a eu le temps de faire son temps dans cette région, mais une certaine heure à son nez, que les partis acceptent de renouveler la classe politique, leur personnel politique, pour que la démocratie devienne encore plus dynamique. Ça, c'est de un. De deux, comme on l'a tous dit, c'est l'hégémonie du RHDP. Je ne pense pas que dans l'histoire du RHDP, le RHDP puisse avoir ce score-là encore. Je pense que c'est son point culminant. Remporter combien de régions? C'est 5 régions qui leur ont échappé. 25 régions. 25 sur 30, je pense. 31 régions. Non, puisque pour le moment, le Guémon... On n'a pas le Guémon. On n'a pas le Guémon. Donc sur 30, ce score-là, je pense, bon, c'est le fruit de tous ces efforts fournis depuis ces longues années d'opposition. Depuis l'arrivée au pouvoir également, ces nouveaux visages qui sont partis au contact des populations, des gens sachant qu'ils n'étaient pas, Touré Mamadou n'était pas forcément connu, monsieur le ministre Touré Mamadou n'était pas forcément connu dans la région du Haut-Sassandra. Peut-être que Daloa, où il aurait étudié, peut-être qu'il était connu de certaines personnes, mais le contact avec les personnes, le contact là, avec certaines personnes, on fait de lui le leader du Haut-Sassandra. Madame Anne Ouleto, on ne vendait pas cher sa peau. Dans le cavalier. Mais quand même, elle était la présidente du conseil régional depuis. Oui, non, je veux dire, il y a certaines années, on ne la connaissait pratiquement pas dans sa région. Mais à force d'aller au contact des populations, d'aller au contact de ces populations, en 10 ans, elle est devenue le leader de la région. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Donc, on essaie un renouvellement du personnel politique avec des gens qui vont faire plus le terrain. Pas s'asseoir forcément à Abidjan, espérant que leur nom fera le travail. Non, cette époque-là, aujourd'hui, elle est passée. Les populations attendent de voir des leaders qu'elles peuvent rencontrer chaque fois, des leaders à qui elles peuvent exprimer certains problèmes, des leaders à qui elles peuvent poser des soucis communautaires, voilà, en termes de développement, etc., etc. C'est ce genre de leader que les gens entendent aujourd'hui. Sinon, espérer être à Abidjan et puis le nom fera le reste, cette période-là, elle est dépassée. Oui, et aussi, au-delà des partis politiques, il y a procédons l'équation personnelle du candidat. Oui, mais l'équation personnelle, c'est important. Alors, lui, ce qu'il disait tout à l'heure, Bakayoko, c'est que le parti a ses raisons que souvent la raison ne sait pas. Hein. Voilà, c'est ça qui produit des indépendants, qui montrent au parti qu'il a tort. Moi, j'ai un principe que je tire du sage Amadou Ampateba. Il dit, il y a toujours une part de bien dans le mal et une part de mal dans le bien. Comme il y a une part de jour dans la nuit, il y a une part de nuit dans le jour. Pour dire quoi? Qu'il faut savoir tirer les leçons, tirer profit et parti, et de vos victoires, et de vos échecs. Ce qu'il était en train de dire, c'est que l'hégémonie du RHDP, c'est un jour, c'est un soleil. Mais est-ce que le RHDP n'a pas atteint, comme il a dit, le climax, le niveau le plus élevé? À partir de quoi il doit commencer maintenant à s'interroger sur ce qui peut arriver avec le temps. Parce que quand vous atteignez le sommet, ce qui peut vous arriver, c'est la descente. Ils se sont organisés, il faut le leur reconnaître. Ils se sont donné des objectifs très clairs. À l'investiture de leur candidat, le président a été très clair. Il leur a demandé justement d'asseoir son hégémonie. Ils ont atteint cet objectif. Il est même allé jusqu'à parler aux candidats pour leur dire, si vous vous en souvenez, il paraît que vous n'êtes pas généreux avec les populations. Parce que chez moi, on dit que si vous ne voulez pas que les gens vous suivent, ne vous mettez pas devant eux.
Si vous voulez vous mettre devant eux, ça veut dire qu'ils doivent vous suivre. Donc, votre responsabilité de leader, il faut l'assumer. Je crois qu'ils ont compris cela. Ils se sont donnés à fond. C'est le résultat qu'ils ont eu. Le PDCI-RDA, on l'a souligné, est résilient. Mais ça ne peut pas suffire. Avec la disparition du président Bédié, est-ce que le PDCI pourrait faire mieux? Ils ont désormais, avec ce résultat qui est là, l'opportunité de se réorganiser, de se restructurer et d'aller à la conquête de nouveaux électeurs du pouvoir. Le PEPACI, ne l'oublions pas, c'est un nouveau parti. Même si c'est des vieilles personnes qu'on connaît qui ont créé ce parti, c'est un nouveau parti. J'ai compris, je peux me tromper, pourquoi Laurent Gbagbo dit, malgré tout, allons aux élections. Mais parce qu'il faut savoir ce que vous pesez, ce que vous valez. Maintenant, ils savent ce qu'ils représentent. Ils savent que le nom seul de Gbagbo ne suffit plus. Ils savent que Gbagbo n'a plus, comme le bon vieux Poséidon, ce dieu qui avait une arme avec 3 fourches, Simone, Afi, Blé-Goudé, qui sont partis. Donc, il n'y a plus ces armes-là. Comment ils réorganisent ces armes? Comment ils restructurent tout ça? Comment ils s'offrent une méthode et un discours? Parce que je vous ai dit que j'ai tourné un peu. Le discours, c'était « Votez-nous pour que Gbagbo revienne au pouvoir ». Mais c'est un discours qui n'est plus actuel. Je crois qu'ils s'en sont rendus compte. Donc, eux aussi doivent comprendre que dans cette nuit qu'ils sont en train de vivre là, il y a un jour qui est possible. C'est à eux de s'asseoir, d'élaborer un discours de la méthode, de chercher à savoir où ils vont, comment ils vont y aller, avec quel type de discours pour les Ivoiriens. Il faut que le PEPACI actualise ce qu'il est. C'est la même chose pour Afi N'Guessan, qui a pris le FPI. On va parler de ce cas spécifique à Afi N'Guessan tout à l'heure. Alors, à la fois qu'il est justement, les forces se réorganisent sur le terrain. On a parlé du RHDP qui, évidemment, a tout pris sur son passage. On peut peut-être parler aussi du RDA, le PDCI-RDA, du PEPACI, et puis bon, de l'URD aussi. Il faut dire que aussi, au-delà de ce que les gens peuvent appeler des fiefs, il faut regarder souvent en détail certains résultats. Donc, je vois le cas de Toumoudi, la ville de Toumoudi, qui est peut-être comme toutes les communes de Côte d'Ivoire, une ville cosmopolite, ouverte. Il faut dire aussi que là-bas, le PDCI a gagné de justesse. 200 voix. Voilà. C'est vrai que, comme dans un match de football, l'équipe peut dominer, la France peut dominer la finale et le mondial, mais on retient le vainqueur, l'Argentine, et Messi. C'est vrai, c'est comme ça une élection. Même si tu perds d'une voix, on retient le vainqueur. On ne voit pas que le vaincu a perdu d'une voix. On retient le vainqueur, comme à San Pedro ou ailleurs. Mais dans l'analyse, il faut voir à côté des bulletins nuls, à tout le monde dit, combien on fait gagner le PDCI avant de dire que, bon, il y a eu une débâcle ou que le PDCI conserve Sébastien. Ça, c'est un. C'est vrai aussi qu'à Yamoussoukro, l'écart est grand, il n'y a pas de débat. Et puis, dans d'autres endroits, l'écart semble grand, mais il est important d'affiner dans les analyses et de voir les choses. Relativement au PPACI, pour revenir, je veux dire que pour moi, cette élection pour le PPACI est initiatique et réinitiatique. Oui, 11-12 ans après, ça fait peut-être un chapitre, mais ça me rappelle l'élection de 90 entre le président Gbagbo et puis le président Houphouët-Boigny. Il partait peut-être, il n'était pas évident qu'il gagne, mais il a eu un score historique. Les fameux 500 000 électeurs de l'époque. 18%. Voilà, 500 000 face à 2 millions. Et ils n'atteindront certainement pas 18% si on fait un suffrage total, eu égard à l'accroissement de la population électorale. Mais je veux savoir, c'est pour ça que je dis de comptabiliser les suffrages, voir dans l'ensemble du territoire les votes, des victoires comme des défaites, ça donne combien? À Port-Boué, Katina a eu combien? Damana Picasso a eu combien de voix? Hubert Oulaye a eu combien de voix? Nous devons additionner les voix de toutes leurs défaites pour voir ce que ça pèse, pour voir ce que chacun pèse, ce que chacun vaut et ce que chacun pourrait éventuellement rapporter au candidat à la présidentielle. C'est une petite estimation. Je termine en disant que en 2010 et aujourd'hui, la population électorale s'est accrue d'environ 2,5 millions de personnes.
Donc, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu des changements. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions, hein, alors que c'était moins de 6 millions en 2010. Donc, et durant toute cette période, le PPAC, le camp Gbagbo n'ont pas été présents, ils n'ont pas été dans le jeu, ils n'ont pas été dans le dispositif. On ne sait pas le poids de leur implication dans les 500 000 nouveaux électeurs intervenus lors de la dernière révision. Donc, il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte dans leur débat. Le RHDP, le PDCI, RDA, le PPAC, l'enseigné Bagayoko, comment vous appréciez leur prestation assez locale? Bon, moi, j'ai déjà parlé du RHDP qui a montré toute son hégémonie sur le plan électoral. Et le PDCI, qui, quoique ayant perdu quelques plumes, fait preuve de résilience. Mais en ce qui concerne le PPACI, je ne suis pas d'accord quand on dise que, peut-être d'un point de vue institutionnel, c'est un nouveau parti, mais c'est un parti qui est né avec les 32 dents. Donc, ça dit que c'est un parti qui a quand même... Il y a la crème, c'est de fortes personnalités qui sont au niveau du PPACI. Mais je pense que le PPACI doit faire, si vous voulez, sa propre introspection, parce que je pense qu'ils se sont surestimés. Ils ont banalisé toutes les situations qui auraient pu constituer des moments de rassemblement pour eux. Vous faites référence à quoi? Je fais référence, par exemple, à la crise avec Afin Guessan. On a banalisé, on dit qu'il avait, c'était lui, il avait l'enveloppe vide et qu'ils avaient le vrai contenu. Et quand Blé Goudé n'a pas nécessairement adhéré, on a dit qu'il était un poids plume, il ne représente pas grand-chose. Quand Simone Babo a pris du recul, on a dit que son existence était seulement liée au président Laurent Gbagbo et que il tirait sa légitimité de sa proximité avec le président Laurent Gbagbo. Vous voyez que toutes ces situations ont été banalisées. Ça dit que le PPACI était assis sur des certitudes qui, en réalité, sont aujourd'hui des choses factices, qui ne sont pas réelles. Vous voyez, donc le PPACI doit faire preuve d'un peu d'humilité pour pouvoir reconquérir. Moi, je suis un peu peiné par rapport au PPACI parce que le PPACI, complètement dévasté de cette manière, ça remet en cause la vitalité démocratique. Je ne pense pas que le RHDP, peut-être pour la vitrine, soit très heureux d'avoir aujourd'hui une majorité aussi obèse sur l'échiquier politique, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du répondant devant. En tout cas, pour nous, il y a le PDCI RDA. Oui, mais le PDCI, c'est une opposition très modérée. La vraie opposition, à mon avis, viendra du PPACI qui, quand même, peut donner du fil à retordre. Et moi, ça m'amène, en tout cas, si j'avais quelques propositions à faire au PPACI, c'est le professeur a parlé du discours, de la méthode. Il faut repenser le discours, parce que le discours du PPACI ne passe plus. Ça ne passe plus. C'est-à-dire que c'est un discours qui est aujourd'hui désuet. Ça dit que revendiquer la propriété unilatérale de la Côte d'Ivoire, les autres sont des étrangers, c'est nous qui sommes les vrais propriétaires de la Côte d'Ivoire. Nous avons ça, ce discours-là, il est désuet aujourd'hui, il est caduque. Il faut le remodeler, il faut aller à la conquête d'autres électeurs, il faut sortir des clichés de 2010, il faut sortir du passé, parce que ce passé n'est plus le présent, ne sera peut-être plus le futur. Donc je pense que le PPACI a un vrai challenge, c'est de repenser sa méthode, même, je pourrais même dire discursive vis-à-vis de la population ivoirienne, s'ouvrir davantage, parce que je considère que c'est un parti qui se ferme. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir les bras à tout le monde, parce que, et moi je le demande avec insistance, parce qu'il faut que la démocratie ivoirienne vive, il faut qu'il y ait un contenu, et le contenu ne peut pas se faire avec un PPACI aussi faible. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut que on espère qu'ils vont tirer des leçons, hein, que ce discours-là, il ne passe plus. Voilà. Le RHDP a proposé une orientation stratégique, la Côte d'Ivoire des infrastructures. On peut ne pas être d'accord, mais ils ont proposé leur voie. Maintenant, c'est à l'opposition en face de proposer un discours alternatif. Bon, on entend souvent à Abidjan, on ne mange pas goudron. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous proposez à la place? Bon, les candidats du RHDP qui vont dans la localité vont toujours promettre des infrastructures aux gens. C'est une proposition qu'ils font, c'est une offre. Maintenant, en face, qu'est-ce que vous partez dit? Voilà, il faut que le PPACI accepte de se remettre en cause. Une telle hégémonie, comme il l'a dit, en termes de gouvernance, il faut un certain équilibre quand même.
Ça arrange le RHDP de savoir que, bon, peut-être qu'on a gagné à 60-40% ou 65-35%. Il y a un peu de chaleur, il y a des concurrents qui peuvent nous ravir la première place demain. Ça les booste, ça les motive dans leurs actions sur le terrain. Mais quand on gagne à plus de 80%, ça peut susciter certaines litanies, certaines apathies. Bon, de toutes les façons, on a déjà gagné. Et ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Il faut que l'opposition accepte, le PPACI en particulier. Il y a eu un certain moment, il y a eu des histoires tristes. Pratiquement chacun de nous ici en a été victime. Mais il faut accepter quand même de tourner la page. Mais bien surtout que le PDCI et le PPACI, par endroits, étaient alliés, mais d'autre part, non. Est-ce que déjà, tout part pas le fait que l'opposition ne soit pas allée en rang serré assez longtemps? Mais quelle est la clause de notre constitution qui oblige l'opposition à aller à une élection en rang serré? Non, c'est le charme de la démocratie, que chacun aille vendre son projet aux électeurs pour que les électeurs fassent un choix. J'entends souvent dire ça, qu'à Yopougon, le PPACI, le RHDP et le PDCI auraient dû aller ensemble. Pourquoi ils devraient aller ensemble? Parce qu'ils l'ont fait ailleurs aussi. Oui. Parce qu'ils l'ont fait ailleurs. Ils n'ont pas gagné partout où ils l'ont fait aussi. Oui. Dans les endroits où ils l'ont fait, où ils n'ont pas gagné. Voilà, ils ont gagné seulement ensemble dans le Moronou et puis dans la Nawa. Il y a des endroits où ils l'ont fait, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné partout où ils l'ont fait. Voilà. À Guiglo, par exemple, dans le Cavalier, ils l'ont fait, ils n'ont pas gagné. Voilà. Ça veut donc dire qu'ils auraient pu le faire partout sans gagner. Oui. Sans oublier qu'il y avait des endroits où ils n'avaient vraiment pas besoin de le faire. Avec les résultats qui sont tombés, on a vu qu'à Port-Boué, ils n'avaient pas besoin de le faire, que c'était bien pour eux d'y aller et puis de voir ce qu'il reste. À Port-Boué, les maires sortants s'est bien débrouillés à gagner. À Cocody, ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu quand même un suffrage qui n'est pas à négliger. 5-6 000, un pronom qui n'est pas peut-être très très connu, voilà, par rapport à d'autres. Et puis, au plateau, le maire PDCI n'a pas eu besoin d'eux pour gagner. Donc, eux aussi, ils avaient besoin d'exister, de voir ce qu'ils représentent. Et puis, à Yopougon, pourquoi rougir? Michel Babo, tout seul, a eu près de 50 000 voix. Mais pourquoi il doit en rougir? Ils n'ont pas gagné. Le RHDP a gagné. Tout le monde a vu la campagne victorieuse d'Adama Bitogo. Mais moi, je pense que c'est une performance. Pour Michel Babo, il y a plus de 40 000 voix. Mais si, parce qu'ils ont été élus avec 40 000 voix députés, une courte avance. Ils étaient 6 candidats, ils étaient 2 partis. Aujourd'hui, il est tout seul et il rassemble autant. Et le PDCI qui contestait la suprématie du PPACI à Yopougon est à 25 000. Ça veut dire que entre eux deux, on sait qui est le chef à Yopougon, mais ils ont eu un grand chef qui est Adama Bitogo, qui est le RHDP. Mais entre PPACI et PDCI à Yopougon, on sait maintenant qui est le chef. Diaoufoué et le PDCI doivent respecter maintenant Michel Babo. Voici la leçon. Oui. L'ancien n'est pas d'accord avec vous à la fin. C'est ce que moi je fais comme analyse. Sur ce plan, ils n'ont pas perdu. Et comme je l'ai dit, là où ils se sont mis ensemble, dans le Haut-Sassandra, ils ont perdu, lamentablement. Pourquoi pense-t-on que si Michel et Dia s'étaient mis ensemble, ils n'auraient pas perdu? Non, je ne suis pas d'accord. Dans tous les cas, la question se pose parce que, bon, ils sont en alliance. Oui, d'accord. Enfin, moi, je ne vois pas en quoi Afi, Simone, tête Bleu Goudé, resté au FPI. Aujourd'hui, la politique du FPI qu'on a connu, du PPACI, sans un nouveau parti, s'ils étaient restés. C'est-à-dire, on arrive, Babo fait la paix avec Afi Nguessa, Simone est sorti, il n'y a pas tous les bruits que l'on sait, on ne crée pas PPACI, on laisse Afi, on gère. Et puis Blé Goudé, qui était tout dans le coach, je n'étais pas avec eux, il allait dans tous les cas continuer. Et puis Laurent Gbagbo en sage, FPI est là, je ne vois pas ce que cela aurait changé, en dehors du fait que à Bongwanou, Afi n'aurait pas été candidat RHDP. Et puis le PDCI, je ne sais pas si c'est avec la dame, la dame qui a gagné là, que dans leur alliance, ils auraient accepté de faire d'Afi. Donc, on peut spéculer, on peut dire beaucoup de choses, mais il ne faut pas aussi laisser croire que
s'ils étaient restés ensemble, ils auraient été forcément plus forts et ils auraient davantage gagné. Ça, c'est important de le dire. On voit que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes déplorent les désaccords de la gauche. Ils disent la gauche n'existe pas, mais je ne vois pas en quoi son unité, après un boycott, après des désaccords réels pendant 10 ans, 12 ans, aurait changé fondamentalement la donne. Avec un Laurent Gbagbo en sage, derrière Finguessan, président du FPI, parce que lui n'était pas prêt pour lui donner le FPI. Moi, je pense que elle a fait une analyse, c'est la sienne. Mais je pense qu'il faut contextualiser les élections, notamment à Yopougon. Il ne faut pas croire que les élections à Yopougon, c'est comme les Jeux Olympiques où l'essentiel, c'est de participer. En tout cas, c'est cette impression que j'ai après ton analyse. Il a participé, il a eu 50 000 voix, il n'a pas à rougir. Non, Yopougon, la symbolique va au-delà de la simple participation. Vous avez vu Mme Simone et Yves Babo qui a dit « Celui qui remporte Yopougon, celui qui remporte Abobo, ça augure, en tout cas, ça augure une victoire au présidentiel. Ça veut dire que Yopougon, c'est pas... La symbolique de Yopougon va au-delà de la simple participation, comme aux Jeux Olympiques, où on dit l'essentiel, c'est de participer. C'est pour ça, je pense que cette défaite-là, le PPACI a à rougir de cette défaite. Ils ont franchement à rougir de cette défaite. Parce que perdre Yopougon, ça n'augure rien de bon. Pour être simple. D'accord. Bon alors, messieurs, j'imagine évidemment des candidats étaient vraiment attendus dans cette élection, mais au final, pas au rendez-vous de la victoire, comme d'autres qui étaient attendus, comme perdants, mais qui finalement ont gagné. Je pense par exemple à Finguessan. Est-ce que c'est une défaite que vous comprenez, Dr Sylvain? Bon, j'ai quand même un peu de mal à comprendre la défaite de M. Finguessan. Je connais un peu la localité. Et j'ai échangé également avec certains de ses collaborateurs à la veille des élections qui semblaient optimistes. Surtout que, bon, il est le président sortant, il a un certain bilan dans la localité. Et de surcroît, il y avait liste commune, si je m'abuse, avec le RHDP. Donc, les 3 départements, Ara, Bongouanou, Mbato, 2 semblaient se mettre ensemble, Ara et Bongouanou, pour contrer Madame, comment elle s'appelle? Madame Véronique Aka de Mbato. Donc ça semblait quand même bien parti pour que M. Afinguessan puisse conserver son fauteuil. Et donc les premières heures sur les réseaux sociaux, on a lu qu'il avait gagné. J'ai dit, bon, c'est sans surprise que M. Afinguessan puisse gagner. Et puis au dernier moment, on apprend que, bon, finalement, bon, j'étais quand même surpris. Un écart grand. Oui, et on se pose des questions, Bénin, sur la suite de sa carrière. Mais bon, ils sont dans la politique il y a longtemps. Je pense qu'ils vont trouver des ressorts internes pour pouvoir restructurer leur machine, pour revenir en 2025, pourquoi pas. Mais quand même, c'est une défaite qui est assez surprenante pour ma part. Pour se dire justement, ça pose la question aussi du partenariat avec le RHDP. Qu'est-ce que ça va devenir? Moi, je me suis toujours demandé, peut-être naïvement, peut-être parce que je n'ai pas cherché, ce partenariat contenait quoi? Je n'ai pas encore eu la réponse. Est-ce que le partenariat impliquait que, en cas de candidature d'Afinguessan, le RHDP l'accompagnerait pour s'asseoir, véritablement asseoir son hégémonie sur sa région? Est-ce que le partenariat implique l'entrée de M. Afi au gouvernement malgré une défaite probable, etc.? Je n'ai pas ce contenu-là. Je constate simplement que ce partenariat n'a pas permis à M. Afinguessan d'être président de région. Ça, je le constate. Je constate donc que ça pourrait signifier qu'il n'a plus la maîtrise du terrain. Parce que quand vous avez la maîtrise du terrain, vous vous faites élire. Donc, ça nous pose des questions. Le RHDP, en principe, était censé accompagner. Puisque le président a expressément demandé au candidat du RHDP de se désister en faveur de Afinguessan. Peut-être que les arrangements auraient dû permettre au RHDP de le soutenir pour qu'il puisse emporter cette victoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Il faut peut-être creuser. Peut-être qu'il y a eu
les échos qui nous parviennent, il y a eu des accords au dernier moment entre le RHDP et M. Afi sur une question de la mairie, mais il faut creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais sinon, c'est dommage pour M. D'accord. Les deux dernières réactions sur le sujet. Moi, je veux noter que peut-être le président Afi s'en perd, mais les cadres FPI ont pu entrer dans le cadre du partenariat dans des conseils municipaux et régionaux du RHDP, donc il y a ça qui est gagné. Ils sont dans les exécutifs locaux. La question sera de voir si des accords seront faits pour qu'ils soient dans les bureaux des conseils régionaux et puis dans les municipalités pour participer davantage à la gouvernance, renforcer le partenariat et éviter peut-être d'être des simples conseillers régionaux et municipaux. Oui. Une autre surprise, je pense à la région du Bélier, où le président du Sénat n'est pas passé. Qu'est-ce que cela vous inspire ou vous avez d'autres surprises du genre que vous avez notées, Lancinet? Ah oui, le président du Sénat qui n'est pas passé à Yamoussoukro, pour moi c'est... Dans le Bélier. Dans le Bélier, je pense, pour moi c'est une surprise. Parce qu'à un moment donné, j'avais eu l'impression qu'il avait la même mise sur l'ensemble de la région, mais les élections viennent de nous montrer que ce n'était pas le cas, c'était une illusion d'optique. Donc, peut-être affaibli, oui, affaibli, mais vous savez, c'est un peu comme Afi N'Guessan. Vous savez, on n'a pas parlé de coalition, on a parlé de partenariat. Ça veut dire que c'est la politique qui a permis, c'est la politique qui a permis à Afi N'Guessan et le RHDP de se mettre ensemble, quoique Afi N'Guessan, ce partenariat était une question existentielle pour Afi N'Guessan. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais je pense que la politique devrait pouvoir jouer. C'est vrai, on me dira qu'en politique, on ne fait pas des passes à l'adversaire, il n'y a pas de cadeaux, mais pour le moment, Afi N'Guessan n'est pas en position d'adversaire. Et donc, je pense que la solidarité agissante, qui peut-être va caractériser le RHDP, qui va devoir permettre à Afi N'Guessan d'exister, peut-être d'utiliser plus tard en 2025, parce que même s'il n'a pas remporté les élections, mais en termes de suffrage, il y a un petit pourcentage qu'il a que le RHDP peut lorgner en 2025. Parce que je vous l'ai dit, l'enjeu, c'est 2025. D'accord. Alors, la troisième oui, rapidement, on va aller pour la troisième partie. Il parle du suffrage de la fille, c'est pas ça pèse combien, mais il refuse de prendre en compte les voix de Michel Ayopougon. D'accord. Alors, la troisième partie sont les promesses de campagne. Qu'est-ce qu'il faut attendre des élus? On a promené notre micro, ils ont réagi. On va les écouter au micro de Achille Guedreau. Je veux que les maires en général, en tout cas, ils touchent le côté social. Voilà, moi personnellement, je veux qu'ils touchent le côté social parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, c'est vrai qu'ils rendent la ville jolie, mais nous, on a faim. Donc, il faut qu'ils essaient aussi de rentrer aussi dans les foyers, voir aussi ce qui se passe. Des nouveaux maires, surtout, qui tiennent des discours réconciliateurs. On sait d'où la Côte d'Ivoire vient. Donc, s'ils rassemblent déjà la population, nous, ça nous va droit au cœur, maintenir la paix. Ce que j'attends des nouveaux maires, c'est qu'ils fassent obligation envers eux-mêmes. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont prévu à la population, il faut qu'ils le fassent. Parce que ça ne doit pas être une image qu'ils montrent à la population. Et puis après, quand ils sont élus, on ne les voit plus. 5 ans après, ils réapparaissent. Et à coup de billets d'argent, ils achètent les consciences. Cette fois-ci, qu'ils prennent un engagement devant la nation pour dire ce qu'on a donné comme flyer qu'on a distribué et où se trouve le programme du maire qui a été élu soit réalisé. Vraiment, j'aimerais que les maires soient un acteur de développement. Voilà, pour qu'ils puissent entretenir les bases, chaque fois ils sont en contact avec la population, connaissent réellement les problèmes. Pour ne pas que chaque 5 ans, ils viennent pour venir blaguer la population. Vraiment, c'est dangereux pour la démocratie. Bon, tous les nouveaux maires, on attend qu'ils pensent au développement de les différentes communes. Puis surtout, la question de la salubrité, il y a un peu trop d'ordures encore dans les rues. Bon, et puis qu'ils réparent vraiment les routes pour que véritablement la circulation puisse être aisée. Alors, monsieur, les promesses de campagne, parfois, c'est démesuré. Est-ce que, finalement, il faut les tenir, surtout pour ces élections locales? Procédions. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites. Je l'ai souligné tout à l'heure. Il y en a qui sont irréalisables. Parce que, malheureusement, la nature des hommes est ainsi faite. Les hommes aiment rêver.
Il faut les faire rêver. Si vous ne faites pas rêver un peuple, il ne vous suit pas. Si vous dites à un peuple, je ne suis pas en mesure de vous faire 3 lycées, je vais en faire un seul, celui qui vient après dit, je vais faire 10 lycées. Mais est-ce qu'il ne faut pas être réaliste? 10 lycées d'excellence, la nature de l'homme fait qu'on est tout de suite porté vers celui qui nous promet les 10 lycées. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il y a des promesses qui côtoient ce genre de promesses qui sont réalisables. Les promesses d'éducation, d'infrastructure, de salubrité, comme on a dit. Ça, c'est des choses qui paraissent très simples, mais c'est des choses qui parlent aux populations. Et il faut vraiment faire en sorte que les nouveaux maires puissent tenir ces promesses. Ce n'est pas normal qu'en 2023, on passe dans certaines cités et que les ordures soient encore entassées à côté des maisons. Et qu'il n'y ait pas de collège de proximité pour les enfants. Ça n'est pas normal. Et ils ont les moyens de régler ces besoins immédiats. Deuxième chose. Rapidement. Du point de vue général, la jeunesse, pour moi, devrait être au cœur de leur action. Comme le président de la République a mis la jeunesse au cœur de l'action. Vous voyez, chez nous, on dit que les défenses de l'éléphant ont plus de valeur que l'éléphant. Mais les défenses de l'éléphant, c'est quoi pour un pays? C'est sa jeunesse. Quand on a perverti votre jeunesse, la nation est en péril. Quand votre jeunesse ne fait rien, quand l'entrepreneuriat n'a plus de sens, quand elle ne va pas à l'école, quand elle n'est pas occupée sainement, mais la cité est en danger. Donc il faut que les maires soient les relais d'une certaine manière de la politique gouvernementale qui veut que les jeunes soient sainement occupés et qu'ils entreprennent. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, je vais quitter Abidjan pour aller un peu à l'intérieur. Vous savez, en 2022, la Côte d'Ivoire a importé du riz pour une valeur de 406 milliards. Le poisson, 413 milliards. Quand on prend les régions de Tiers-Salé, de Divo, de Soubré, alors encore à Katiola, ce sont des régions qui ont beaucoup de bas-fonds. Je pense qu'il faut augmenter un peu la ligne, ça c'est au niveau étatique, la ligne budgétaire des projets de jeunesse qu'on va financer. Il y a un grand marché qui est là, qui malheureusement nous échappe. L'élevage de bovins, de poissons, les champs de riz. Il faut vraiment financer ce genre de projet pour que la Côte d'Ivoire puisse baisser un peu sa dépendance de l'extérieur en matière d'alimentation, riz, poissons, etc., etc. Si ça peut se faire, ce serait une bonne chose. Danciné. Oui, dans la continuité de ce que je viens d'entendre, il faut qu'au-delà des promesses de campagne, les mairies et les conseils régionaux, il faut bien que l'État central lui-même s'implique, notamment pour régler ces questions-là. On a parlé d'agropole dans les principales régions du pays. Je pense que ça, c'est un projet vital. Ça va permettre non seulement de sédentariser les jeunes, déjà il y a des universités qui se créent dans presque tous les grands pôles du pays, c'est très bien. Et si on fait les agropoles, comme le docteur le dit, ça va permettre de sédentariser nos jeunes. Donc, il y a des promesses de campagne qui ont été faites, mais les promesses de campagne restent les promesses de campagne. C'est vrai que les candidats RHDP ont bénéficié, je vais dire, de l'effectivité des projets qui ont été réalisés par l'État central via le gouvernement, et donc qui s'en sont appropriés. Il y a d'ailleurs le professeur Bangali qui avait parlé ici de chantage aux infrastructures. Ça veut dire que les gens sont disposés à voter les gens qui vont leur apporter les infrastructures. Donc je pense que ça, c'est quand même beaucoup de choses. Et là, je pense que Adama Bictogo doit retrousser les manches parce que Yopougon, c'est un vrai défi. Les questions de voirie sont des choses qui doivent être réalisées. Il est beaucoup attendu sur la question de la voirie urbaine au niveau de Yopougon, au niveau de l'emploi, au niveau même des questions de salubrité. Et pas seulement lui, Abi Raoul également. C'est vrai que ça, c'est une commune qui se construit d'elle-même par les opérateurs économiques privés, mais il faut une forte implication parce que Marcory, quand même, c'est une des vitrines de la ville d'Abidjan. Trècheville également, il faut qu'Amicha fasse quand même preuve d'inventivité parce que Trècheville ne peut pas continuer d'être ce qu'elle est. Des cours communes, c'est quand même l'épicentre d'Abidjan. Donc il faut quand même que nos élus donnent du contenu aux promesses qu'ils ont faites aux populations. Et puis, il faut aussi dire aux populations de ne pas en attendre de façon disproportionnée. Parce qu'en fin de compte, c'est une campagne et les promesses de campagne restent des promesses de campagne. Ah non, elles attendent beaucoup, les populations. Mais est-ce que les maires et les conseils régionaux ont vraiment les moyens, justement? C'est peut-être ça la question. On fait campagne justement sur ça. Choisir les hommes qui peuvent vous apporter le développement. Ce qui a été appelé le chantage aux infrastructures. Et
il a gagné son pari. Mais dans le Béquet, le premier qui a dit ça, c'était Assaoré Jacques et les gens le lui ont reproché. Il a gagné l'élection. Il est mis au défi maintenant. Il doit apporter le développement. Pareil partout. Et comme a dit le professeur, le plus dur, ce n'est pas de monter, c'est d'arriver. Une fois qu'on est en haut, au sommet de la montagne, d'y rester. Car il y a un risque de descendre, de dégringoler. Mais avant 2028, pour faire le bilan, il y a 2025. Donc il faut se mettre au travail. 2 ans pour convaincre, avant les 5 ans, pour une élection éventuelle. Donc cette bonne victoire pour 2025 doit se consolider par un rythme de travail. Ça doit aller vite. Ça doit aller très, 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 très vite pour que, en 2025, ces mêmes maires disent, vous voyez, on a changé quelque chose pour vous. Vous voyez, où ça n'a pas beaucoup bougé, ils n'ont pas choisi le RHDP. Donc, choisissez notre candidat. C'est un défi. Les populations attendent beaucoup. Et dans le Haut-Sassandra, à Yopougon, dans le Cavali, la campagne a été faite avec ça, à Boaké, dans le Béquet, partout, les populations attendent beaucoup, beaucoup même, et il faut pouvoir satisfaire leurs attentes par le RHDP, certes, mais aussi les maires qui ont pu être réélus, qui ne sont pas RHDP ailleurs, les populations aussi attendent. Hein, les indépendants. Au-delà de la probabilité, oui, les populations aussi attendent de voir où les indépendants vont déposer leur victoire. Mais ils sont pas quand on s'en tient aux menaces, ils ne sont pas les bienvenus. On espère. Ça a été dit. Mais il a été dit qu'ils sont l'expression de la vitalité démocratique. Donc on peut s'attendre à tout. Messieurs, 90 minutes, ça va tellement vite. Merci pour cette émission de décryptage des élections municipales et régionales. C'est terminé. Merci à professeur Simplice Dion, docteur Sylvain Nguessan, Alafé Wakili, Lanciné Bakayoko. Cette émission a été réalisée par Awa Sawadogo et toutes les équipes techniques autour. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.